Papa, ce seul mot tremblant, prononcé depuis le porche d'une maison abandonnée, figea le soldat sur place. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'un achat apparemment insignifiant de $100 dissimulerait un secret bouleversant, un secret assez puissant pour changer à jamais le cours de la vie d'un soldat solitaire. Les pneus usés du pick-up crissèrent faiblement sur le chemin de terre boueux. Il était tard dans la journée, et le ciel du sud pesait lourd et sombre, telle une couverture de laine grise étirée à l'horizon. Le Ford F-150 vert armé d'Ethan Cole rampa à travers des broussailles sauvages à hauteur d'épaule avant de s'immobiliser devant un portail en fer rouillé et affaissé. C'était ça, la vieille ferme, l'affaire à $100 pour laquelle il avait signé les papiers la veille. Le dossier légal avait clairement stipulé, abandonné depuis de nombreuses années. Ethan Cole, 45 ans, conservait encore la carrure large et solide d'un homme qui avait autrefois porté l'uniforme. Ses cheveux étaient coupés courts, ses yeux perçants portaient toujours la vigilance d'un ancien soldat des forces spéciales, des yeux entraînés à tout remarquer. Il coupa le moteur. Le silence soudain ne laissa plus que le sifflement du vent à travers les branches nues au-dessus. En sortant, ses lourdes bottes s'enfoncèrent dans la boue humide. Devant lui se tenait la maison principale, une structure en bois patinée par le temps. Ses murs s'écaillaient avec une peinture pâle et pelée. Le porche s'affaissait en un sourire tordu et bancal. La cour avant avait été complètement envahie par les mauvaises herbes. Tout correspondait à la description du dossier. Et pourtant, le regard d'Ethan se figea. Dans un coin du porche, une corde à linge affaissée s'étendait entre deux poteaux. Y pendaient 3 t-shirts d'enfants décolorés et quelques minuscules shorts. Ce n'étaient pas des chiffons jetés. Ils avaient été lavés et soigneusement suspendus pour sécher. Presque sur commande, une faible volute de fumée gris pâle s'échappa de la cheminée de la cuisine derrière la maison, se dissolvant dans le ciel couvert. Abandonné depuis des années, murmura Ethan, sa voix rauque. Il s'approcha lentement de la maison, scrutant chaque détail. Sa main se referma sur la poignée de la porte d'entrée, un métal froid et rouillé. Elle n'était pas verrouillée. Il poussa doucement. Un long gémissement de grincement fendit le silence à l'intérieur. L'air était lourd d'humidité et de poussière, mais en dessous se trouvait une autre odeur, familière, inattendue, l'odeur mince et fade de la bouillie aqueuse. Une lumière tamisée filtrait à travers une fenêtre recouverte de poussière, juste assez pour qu'il puisse distinguer la pièce principale vide. Au centre, une vieille table en bois portait un petit bol en céramique, ses bords tachés de bouillie séchée, une cuillère en bois reposant de travers à l'intérieur. Pas de désordre, aucun signe de chaos. Tout suggérait une présence silencieuse et délibérée. Ethan s'avança, ses mouvements instinctifs, comme tout soldat entrant en territoire incertain. Il approcha de l'arrière-salle, la vieille cuisine. L'odeur de la bouillie était plus forte ici. À travers une petite fenêtre au-dessus de l'évier, il s'arrêta, écoutant contre le mur. Puis, lentement, il commença à se diriger vers l'arrière de la maison. Derrière la maison, la cour était envahie par les mauvaises herbes, mais un sentier étroit les traversait, menant à un vieux puits en pierre. Et là, sur la marche en bois pourri du porche arrière, il les vit, 3 minuscules paires d'yeux bruns foncés le fixaient. Ils étaient blottis les uns contre les autres, 3 petites têtes dépassant de l'ombre projetée par le toit du porche. Ils se ressemblaient étonnamment, même cheveux courts châtains, même joues rondes, même petit nez retroussé. Ils ne dirent rien, se contentant de le regarder avec méfiance, comme 3 faons acculés dans les bois. Ethan se figea, tous ses sens fixés sur les enfants. Il était venu ici préparé pour une vie solitaire et tranquille dans cet endroit isolé. Cela ne faisait partie d'aucun de ses plans. Le garçon du milieu, qui semblait un peu plus timide que les 2 autres, murmura un seul mot comme s'il hésitait à le prononcer. Le son était fragile comme une volute de fumée, mais portait le poids de 1000 livres. « Papa » Ben hésita, ses lèvres bougeant comme pour appeler quelque chose enfoui depuis longtemps. Un seul mot, mais il frappa directement la poitrine d'Ethan, l'arrêtant net. « Papa » Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de famille. Sa vie avait été des années de service militaire, de missions secrètes et de déploiements interminables. Ethan inspira profondément, se forçant à rester calme. « Salut » dit-il, gardant sa voix aussi douce que possible, faisant attention à ne pas les effrayer. « Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous » 3 petites têtes s'inclinèrent légèrement, les yeux ne le quittant jamais. Après un moment de silence, le garçon du milieu, celui qui avait dit « Papa »,
balbutia, je m'appelle Ben. Le garçon à gauche, qui semblait plus vif et plus confiant, ajouta, je m'appelle Sam. Et le garçon à droite, ses grands yeux ronds, dit, je m'appelle Tommy. Nous avons 6 ans. 6 ans, marmonna Ben, comme s'il récitait une phrase qu'on lui avait apprise. 3 enfants. Identiques. Il essaya de recueillir des informations sans trop insister. Où est votre mère? Les 3 garçons se regardèrent, puis le regardèrent à nouveau. La voix de Ben était à peine un murmure, maman est partie depuis longtemps. Elle a dit que si un soldat venait nous chercher, ce serait notre papa. Les yeux d'Ethan se fixèrent sur eux. Pourquoi êtes-vous ici? Qui vous a amené? 3 petits visages s'assombrirent de confusion. Ben hésita, il ne nous aimait pas, alors il nous a amenés ici. Le front d'Ethan se plissa. Qui est-il? Avant qu'il ne puisse répondre, une rafale de vent soudaine déchira l'instant. Le ciel s'assombrit, l'odeur de la pluie se précipita, et en quelques secondes, des rideaux d'eau se mirent à tomber. Le vent poussait la pluie directement sur le porche. Ethan réagit instantanément. Venez. Il se baissa, les bras tendus, les exhortant à le suivre. Ils hésitèrent un instant, puis tous les 3 se précipitèrent vers lui en même temps. Il les guida à travers la cour jusqu'à un vieux hangar, à environ 30 mètres de là. La lourde porte en bois gémit lorsqu'il la poussa. À l'intérieur, il faisait sombre, et ça sentait le foin sec et le bois vieilli. Ethan balaya rapidement la pièce du regard. Personne d'autre, aucune menace. Il rassembla une grande pile de foin, de quoi les garder au chaud. Les 3 garçons se blottirent, leurs vêtements trempés mais silencieux. Ethan déroula sa bâche de couchage et l'étendit près d'eux, assez proche pour veiller sur eux, mais assez loin pour ne pas les mettre mal à l'aise. Dehors, la pluie tambourait fort contre le toit en tôle rouillée, couvrant tous les autres sons. La fatigue de son long voyage et la tension de la dernière heure commencèrent à peser sur lui. Appuyé contre une pile de balles de foin, son regard resta fixé sur les 3 petites silhouettes recroquevillées sous une vieille couverture. Son esprit était en ébullition avec des questions sans réponse. Qui était-il? Pourquoi était-il ici seul? Et pourquoi se ressemblait-il autant? La pluie dehors s'adoucit en un rythme régulier, berçant Ethan dans un sommeil léger et inquiet, un sommeil qui, il le savait, apporterait plus de questions que de réponses au matin. Tôt le lendemain matin, le froid humide s'infiltra dans chaque recoin de la vieille maison. Ethan Cole était réveillé depuis des heures. Après une nuit agitée dans le hangar de stockage, il savait qu'il devait agir. Les questions de la nuit précédente tourbillonnaient encore dans son esprit. Papa? Ses yeux méfiants, et l'insistance que c'était plus sûr ici qu'en ville. Il entra dans la cuisine. Une petite flamme crépitait faiblement dans la cheminée, probablement allumée par les enfants eux-mêmes. Sur le poêle, une vieille marmite d'eau cabossée mijotait. Ethan sortit le dernier paquet de flocons d'avoine de son sac à dos et décida de préparer un petit déjeuner chaud. Il remua lentement la bouillie, laissant l'arôme chaud se répandre dans la cuisine froide et vide. Quand ce fut prêt, Ethan sortit par la porte arrière. Les 3 garçons étaient déjà assis sur les marches du porche, blottis les uns contre les autres, leurs yeux portant toujours la même fatigue que la nuit précédente. Il posa 3 bols sur le sol, chacun avec une cuillère. Du gruau chaud, dit-il, gardant sa voix aussi douce que possible. Les garçons fixèrent les bols sans les toucher. Ethan s'assit sur la marche opposée, gardant une distance respectueuse. Ben fut le premier à tendre la main, prenant la cuillère avec précaution avant de porter une petite bouchée à sa bouche. Sam et Tommy suivirent, mangeant lentement, chaque cuillerée mesurée, comme si chaque grain était un cadeau rare, ou peut-être parce qu'ils n'étaient tout simplement pas habitués à ce que quelqu'un cuisine pour eux. Leur manière réservée en disait plus que n'importe quel mot. Alors que la première lumière du matin commençait à filtrer à travers la brume, Ethan remarqua quelque chose. Les 3 garçons, en levant leur cuillère, révélaient une petite tache de naissance ovale, légèrement rouge, sur leur poignet gauche. Il se pencha pour mieux regarder. La marque était identique à la sienne, une tache de naissance qu'il portait depuis sa naissance, une qu'il n'avait jamais vue sur personne d'autre. Coïncidence ou quelque chose d'écrit par le destin? Il se força à chasser cette pensée. Ce n'était pas le moment pour des notions fantaisistes. Tandis qu'il mangeait, la tension s'apaisa légèrement. Ben, peut-être le plus ouvert des 3, finit par parler.
Maman a dit, il s'arrêta, regardant Sam. Maman a dit que si papa revenait, il fallait lui faire confiance. Ethan se figea. Votre père? Répéta-t-il, essayant de garder un ton neutre. Immédiatement, Sam, le plus vif et le plus réservé des trois, lança un regard d'avertissement à Ben. Ne dis rien d'autre, Ben. Dit-il fermement, puis changea rapidement de sujet. Le gruau est bon, monsieur. Ethan réalisa que Sam empêchait délibérément Ben de révéler quelque chose d'important. Mais quoi? Quelque chose qu'il ne voulait pas qu'il sache, ou quelque chose qu'on leur avait dit de ne jamais dire? Tommy, le plus jeune, s'éclaira soudainement. Il sauta des marches et courut à l'intérieur. Quelques instants plus tard, il revint en serrant contre lui une vieille boîte en bois patiné, ses petits bras enroulés étroitement autour d'elle. En la tendant à Ethan, les yeux brillants de fierté, Tommy dit, « C'est la nôtre. » Ethan prit la boîte. À l'intérieur, étonnamment propre et ordonnée, se trouvaient plusieurs vieilles photographies. La première photo qu'il vit était celle d'une jeune femme, souriant doucement, tenant 3 bébés nouveau-nés emmaillotés dans des couvertures chaudes. Les 3 nourrissons sur la photo étaient sans aucun doute Ben, Sam et Tommy. Le visage de la femme Ethan se figea comme pétrifié. Ses yeux se plissèrent, incapables de croire ce qu'il voyait. Les cheveux châtains, le doux sourire, les yeux bleus brillants. Il n'y avait pas d'erreur possible. C'était Laura. Laura Price, son ancienne petite amie, la femme avec qui il avait partagé de beaux souvenirs avant que sa vie militaire ne l'éloigne. Il ne l'avait pas vue depuis 6 ans. Un choc traversa la colonne vertébrale d'Ethan. 3 enfants identiques, âgés de 6 ans. Laura. Et ce, papa, murmurait de la nuit précédente. Il regarda les 3 garçons, puis la photo, son cœur se serrant douloureusement dans sa poitrine. Il y avait un lien. Ethan essaya d'en demander plus aux enfants. Le nom de votre mère est Laura, n'est-ce pas? Demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Où est votre maman? Elle revient, Ben? Sam et Tommy le regardèrent avec des yeux vides. Ils se contentèrent de secouer la tête. Maman est partie depuis longtemps, marmonna Sam, son regard montrant une légère fatigue craintive. Nous ne savons pas. Ethan réalisa qu'il ne pourrait pas obtenir d'informations directement des garçons. Ils avaient été soit soigneusement entraînés, soit avaient vécu quelque chose qui les rendait méfiants. Il avait besoin d'une source extérieure, quelqu'un qui avait vécu ici assez longtemps pour connaître l'histoire. Il laissa les enfants à la ferme, leur disant de rester à l'intérieur, et se rendit en ville. Il alla à la seule épicerie de la ville, mais elle était fermée. Il décida de rendre visite au voisin le plus proche, une petite maison en bois nichée derrière une rangée de vieux érables. C'était la maison de Mary Collins. Mary, une femme âgée aux cheveux d'un blanc pur et aux yeux doux, l'accueillit à la porte. Ethan se présenta, et lorsqu'il demanda des nouvelles des enfants et de leur mère, le visage de Mary s'assombrit, rempli de tristesse. « Oh, ces pauvres petits, dit-elle doucement. Leur maman, la pauvre Laura. Elle est partie il y a longtemps. Elle est décédée il y a plus de 3 ans. Cette cruelle maladie l'a emportée si vite, la pauvre. Depuis, j'ai rarement vu les enfants en ville. » Apprendre la mort de Laura provoqua une douleur vive et froide chez Ethan. Même s'il ne l'avait pas vue depuis des années, elle faisait toujours partie des plus beaux souvenirs de sa jeunesse, et maintenant elle était partie. Le choc, le chagrin et le regret se mêlaient à une inquiétude grandissante pour les 3 enfants. Mary ne savait pas exactement qui s'occupait d'eux après le décès de Laura. J'ai entendu dire qu'ils avaient été placés chez des parents éloignés, mais personne en ville ne sait vraiment qui sont ces parents ni comment vivent les enfants. De temps en temps, je vois un homme étrange arriver dans un vieux camion, déposer des provisions et repartir. Il ne s'arrête jamais pour parler, il décharge et disparaît. Ethan écoutait attentivement, assemblant les fragments. La mère des enfants était Laura, la femme qu'il avait autrefois connue, et elle était partie. Il y avait un homme étrange, 3 garçons vivant seuls ici, la tache de naissance sur leur poignet, la photographie déchirée où il avait reconnu Laura, et la phrase inachevée de Ben, « Maman a dit que si papa revenait, il fallait lui faire confiance. » À l'intérieur d'Ethan, une tempête d'émotions déferlait, choc, chagrin, une lueur d'espoir et un lourd poids de suspicion, auquel s'ajoutait désormais un sens des responsabilités encore plus grand. Il ne pouvait ignorer ces coïncidences,
mais il n'avait toujours aucune preuve concrète. Il lui fallait plus d'informations, et la vérité qu'il était sur le point de découvrir le laisserait totalement sans voix. Après sa rencontre avec Madame Marie, Ethan repartit, une tempête d'émotions tourbillonnant en lui. Le choc de la mort de Laura, la douleur sourde de perdre une partie de son passé, et surtout, une intuition forte, presque certaine, d'un lien de sang avec les 3 enfants. Le nom Laura, la nouvelle de son décès, ainsi que les taches de naissance, la photographie et l'âge des enfants, tout cela pointait vers une seule possibilité. Il retourna à la ferme alors qu'une légère pluie commençait à tomber. Le ciel s'assombrissait de minute en minute, une lourde brume s'installait, engloutissant le chemin de terre. Lorsque le Ford F-150 s'immobilisa enfin devant le portail, les yeux d'Ethan balayèrent instinctivement le sol. Même sous la pluie, il pouvait clairement voir de fraîches traces de pneus de camion pressés profondément dans la terre humide, menant directement dans la cour avant de repartir. C'étaient de grandes marques de pneus, complètement différentes des siennes. Il coupa le moteur et resta assis en silence, écoutant. Rien ne bougeait de la maison. Ses bottes s'enfoncèrent dans la boue lorsqu'il sortit, se dirigeant prudemment vers la porte arrière où il avait laissé les enfants. Puis il s'arrêta net. Sur les marches en bois mouillé gisait un vieux sac en toile de jute. Ethan le ramassa. Il n'était pas verrouillé, et à l'intérieur se trouvaient quelques boîtes de nourriture emballées, des paquets de nouilles instantanées, une boîte de viande et une poignée de crackers. Il n'y avait rien de frais et pas de jouets, aucun article destiné aux enfants au-delà des produits de première nécessité pour la survie. C'était clairement l'homme étrange que Madame Marie avait mentionné. Il était venu, avait déposé les provisions et était reparti sans un mot. Ethan porta le sac dans la cuisine et le posa sur la table. Ses yeux se tournèrent vers la pièce principale. L'odeur rance et moisie était toujours là, mais rien ne semblait avoir été dérangé. Il fit lentement le tour de la maison, vérifiant chaque recoin. Dans une petite pièce à l'arrière, qui semblait avoir été autrefois une chambre, il trouva quelques ensembles de vêtements d'enfants. Ils étaient propres, soigneusement pliés, mais plusieurs pièces étaient nettement plus récentes que les autres. Il était clair que quelqu'un était venu régulièrement, non seulement pour laisser de la nourriture, mais aussi pour apporter d'autres choses. Ethan retourna à la cuisine où les 3 garçons étaient assis autour de la table, les yeux fixés sur le sac de nourriture. Il essaya de garder sa voix décontractée. « Salut, quelqu'un vient de déposer ça », dit-il en ouvrant le sac. « Savez-vous qui c'était » Les garçons se regardèrent. Sam fut le premier à parler, sa voix à peine un murmure. « C'est lui. Il apporte juste de la nourriture et repart. » Ben ajouta, son visage impénétrable, Tommy, le plus jeune, intervint, son ton teinté d'un soupçon de ressentiment, il n'aime pas jouer avec nous. Qui est-il ? Demanda Ethan, essayant de ne pas laisser transparaître la tension dans sa voix, même si un frisson lui parcourait l'échine. Quel est son nom ? Les garçons se regardèrent à nouveau, puis baissèrent les yeux vers le sol. Ethan réalisa que c'était une barrière psychologique qu'il ne pouvait pas briser en demandant directement. Les garçons avaient été beaucoup trop bien entraînés. Ils devaient découvrir qui était cet oncle. Cet après-midi-là, Ethan passa son temps à réparer les planches de fenêtres pourries de la maison principale. Le bruit rythmique de son marteau résonnait dans l'air calme. À la tombée de la nuit, il ramena une fois de plus les 3 garçons dans la cuisine et prépara le dîner à partir de conserves. Il mangeait encore avec prudence, mais au moins l'air semblait moins étouffant qu'avant. Cette nuit-là, alors qu'Ethan était assis dans la grange où il dormait, le faisceau des phares d'un camion apparut à nouveau sur le chemin de terre. Les phares puissants perçaient le brouillard nocturne. Ethan se leva et se dirigea discrètement vers la fenêtre. Le camion ralentit mais n'entra pas par le portail. Il resta là un instant sur la route, les phares fixés sur la ferme, comme s'il l'étudiait. Puis, soudain, il fit demi-tour et disparut dans l'obscurité épaisse. Un frisson parcourut l'échine d'Ethan. Cet homme ne faisait pas que déposer des choses, il observait. Il savait que quelqu'un de nouveau était là, et il voulait savoir qui. Quelque chose n'allait pas. Les instincts aiguisés au combat qu'Ethan avait développés après des années de soldats s'éveillèrent. Il devait agir, non seulement pour découvrir la vérité sur Laura et les 3 garçons, mais aussi pour les protéger. Qui était cet homme ? Que voulait-il ? Et pourquoi ces 3 garçons étaient-ils seuls ici, sans adultes pour s'occuper d'eux, sous la surveillance froide d'un étranger mystérieux ? Ethan était déterminé à trouver les réponses.
C'était l'un de ces rares après-midi ensoleillés après des jours de pluie continue. La lumière du soleil filtrait à travers les interstices des feuilles, projetant une lueur chaude et dorée qui adoucissait l'air humide. Ethan décida d'emmener les 3 garçons dehors. Il devait ranger la cour, mais son véritable but était d'avoir une excuse pour approcher d'autres voisins, des gens qui pourraient en savoir plus sur Laura et la situation des enfants. Il mena Ben, Sam et Tommy dans le jardin, leur remettant à chacun un petit râteau pour qu'ils puissent l'aider à désherber. Pendant qu'ils travaillaient, les regardant jouer avec prudence mais avec une étincelle de curiosité, Ethan sentit une légère chaleur dans sa poitrine. C'étaient de bons enfants, juste bien trop effrayés et réservés. Après un moment, Ethan emmena les garçons se promener sur le chemin de terre, vers la maison du voisin d'Accent Grave côté. Elle appartenait à Robert et Lucy King, un couple d'âge mûr qui vivait non loin de la ferme. Ils étaient devant, taillant les haies de fleurs. Bon après-midi, les salua Ethan, affichant le sourire le plus amical possible. Je suis Ethan Cole. Je viens d'acheter la vieille ferme là-bas. Je vous ai vu travailler dans la cour et j'ai pensé amener les garçons pour vous donner un coup de main. Robert et Lucy le regardèrent avec surprise, puis baissèrent les yeux vers les 3 garçons s'accrochant aux jambes d'Ethan, leurs yeux écarquillés. Oh, bienvenue dans le quartier, dit Robert en hochant la tête. Je ne m'attendais pas à revoir quelqu'un vivre à cet endroit. Vous êtes de la famille de Laura, n'est-ce pas? La question frappa comme un coup direct. Ethan marqua une pause, puis hocha lentement la tête. J'ai connu Laura autrefois, mais je n'avais aucune idée qu'elle avait des enfants. Je viens d'arriver et je les ai trouvés. Il choisit de ne dire qu'une partie de la vérité, voulant évaluer leur réaction. Lucy King, qui semblait un peu plus ouverte, soupira. Pauvre Laura, et ses enfants. Elle a fréquenté le même lycée que vous, Ethan. Je me souviens de vous. Vous étiez celui qui jouait au football, n'est-ce pas? Ethan hocha la tête. C'est exact. Mais je ne me souviens pas que Laura ait jamais mentionné avoir des enfants ou un homme dans sa vie. Il essaya de ramener la conversation vers Laura. Lucy regarda les 3 garçons, les yeux pleins de compassion. Eh bien, Laura était aussi une personne réservée. Avant son décès, elle vivait avec un homme qui avait un mauvais caractère et restait dans son coin. Il ne se montrait jamais en ville, seulement de temps en temps je le voyais conduire un camion à la ferme. Laura et lui se disputaient souvent. Parfois, Laura amenait les 3 enfants ici pour jouer, puis disparaissait pendant des semaines, et ça continuait comme ça encore et encore. Robert poursuivit, sa voix pensive. Après la mort de Laura, les 3 enfants ont disparu de la ville. Tout le monde supposait qu'ils avaient été envoyés chez des parents éloignés, mais personne ne savait avec certitude. C'est une petite ville, mais ce qui s'est passé entre Laura et cet homme était très mystérieux. Ethan écouta chaque mot, chaque détail. L'homme qui conduisait le camion? Demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme. Était-ce le même homme dont Madame Marie a parlé? Lucy hocha la tête. Très probablement le même, le gars qui venait parfois ici sans dire un mot. Ces détails s'emboîtaient comme les dernières pièces d'un puzzle dans l'esprit d'Ethan. Il se souvint de ce que Madame Marie avait dit à propos de l'homme étrange. Il se souvint des traces de pneus devant le portail de la ferme. Et surtout, des mots de Lucy, Laura a fréquenté le même lycée que vous, Ethan. Puis une pensée le frappa si fort qu'elle lui coupa presque le souffle. Il se souvint de ses derniers jours dans sa ville natale avant de partir pour une mission à l'étranger. Le moment où Laura était enceinte, selon le récit de Lucy, et l'âge des enfants, 6 ans, correspondait de manière étrangement exacte. Le seul congé qu'il avait pris avant son départ, un court congé, et une brève relation avec Laura qu'il avait presque oublié pendant ses longues années dans l'armée. Ethan regarda Ben, Sam et Tommy, jouant maladroitement avec des râteaux, leurs jeunes visages identiques, chacun avec la même tache de naissance sur le poignet. La ressemblance était trop forte. Une vague de choc, d'incrédulité et d'un espoir timide l'envahit, suivi d'une résolution plus forte que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Il devait découvrir la vérité, non seulement pour lui-même, mais pour ses 3 petites vies. Tard dans l'après-midi, le ciel vira à un gris terne, annonçant l'approche d'un orage. Le vent commença à siffler plus violemment à travers les vieux chênes. Ethan était penché, réparant le cadre de fenêtre pourri de la maison principale, le bruit du martèlement et du grincement du bois résonnant dans le silence. Il avait passé les derniers jours à la ferme,
observant discrètement les garçons et les aidant petit à petit à s'habituer à sa présence. Mais les questions sans réponse sur cet homme planaient toujours dans l'air. Puis vint le son d'un moteur qu'il connaissait trop bien, le lourd grondement d'un vieux camion, qui n'appartenait pas à Ethan. Il n'y avait aucun doute, c'était le même véhicule qui avait laissé des traces de pneus dans la terre humide, celui que Madame Mary et les King avaient tous deux mentionné. Ce camion se dirigeait maintenant sur le chemin de terre vers la ferme. Ethan abaissa le marteau, les yeux froids. Carl avait dit, la semaine prochaine. Il n'avait pas tenu parole. C'était un signe du manque de respect de Carl et de sa nature volatile. Ethan savait qu'il était temps de lui faire face. Le camion s'immobilisa avec un crissement net juste devant le portail. De l'intérieur, un homme grand et mal rasé en sortit. Il portait une veste en cuir usé et un jean délavé. Derrière lui vint un autre homme imposant, grand, aux larges épaules, scrutant les environs d'un air suspicieux. L'homme barbu, clairement le chef, fixa son regard sur Ethan. Son visage portait une moue permanente, ses yeux petits et étroits. Il ne dit rien au début, se contentant de lancer à Ethan un regard froid et mesuré. « Où sont les gosses » grogna-t-il, sa voix rauque et rugueuse, dénuée de toute chaleur. En entendant le camion, les trois garçons jetèrent un coup d'œil par la porte arrière où ils jouaient. Presque instantanément, ils se recroquevillèrent derrière Ethan, s'accrochant à ses jambes comme s'il était leur seul bouclier. Tommy commença même à sangloter doucement. Ethan se redressa de toute sa hauteur, faisant face à l'étranger. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix basse et stable. L'homme eut un léger sourire narquois. « Je m'appelle Carl Dawson. C'est moi qui les élève depuis que leur mère est morte. » Ses yeux balayèrent les garçons, puis revinrent à Ethan avec un air de suspicion. « Et qui êtes-vous exactement pour eux » Ethan resta silencieux. Il ne pouvait pas encore révéler la vérité. Il n'avait aucune preuve solide, et il devait en apprendre davantage sur cet homme. « Depuis combien de temps vous en occupez-vous » insista Ethan, essayant de le faire parler. Carl laissa échapper un court rire moqueur. « Je les nourris depuis 6 ans. Les allocations sociales couvrent à peine l'essence de mon camion, sans parler de nourrir 3 bouches affamées. » Une bouffée de colère traversa Ethan. « Allocations sociales » dit-il sèchement. « Et vous les laissez ici seuls dans cette maison abandonnée » Carl haussa les épaules, son expression indifférente. « Ma place n'est pas pour des enfants qui courent partout. Ils sont mieux ici. Ils ont de la nourriture, un toit au-dessus de leur tête. C'est suffisant. » Il se tourna vers le grand homme à côté de lui, Gary Holt, et lui fit un signe de tête. « Bon, Gary, allons emballer leurs affaires. » Gary se dirigea vers la maison. Les garçons se pressèrent encore plus contre Ethan. « Non. » murmura Tommy, s'accrochant au pantalon d'Ethan. Ben et Sam secouèrent la tête furieusement. Ethan bloqua le chemin de Gary. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il, sa voix basse et ses yeux froids. Vous les avez laissés seuls ici bien trop longtemps. Ils ne veulent pas partir avec vous. » Carl s'approcha, son visage s'assombrissant de menace. « Qui croyez-vous être ? Ce sont mes affaires. Je suis leur beau-père, et j'ai le droit de décider. » Il lança un regard suspicieux à Ethan, puis soudain, un éclair de fatigue traversa ses yeux. « Qui êtes-vous pour eux » répéta-t-il, sa voix empreinte de méfiance. « Où êtes-vous ce bâtard sans valeur qui a abandonné Laura et ses gosses » Ethan se figea, incapable de le nier. Les mots de Carl le frappèrent comme un coup direct au cœur. Mais en même temps, ils confirmèrent ce qu'Ethan avait soupçonné. Carl n'était pas leur père biologique, il n'était que le beau-père, et il le savait. Il les avait négligés, les utilisant pour les allocations sociales. L'orage éclata. De grosses gouttes de pluie commencèrent à marteler le toit. Carl fixa Ethan, ses yeux toujours pleins de menaces, comme s'il pesait l'opportunité de commencer une bagarre. Mais il semblait peu enclin à faire une plus grande scène ici. « Très bien, » dit Carl avec un ricanement. « Je reviendrai la semaine prochaine. Cette fois, j'apporterai les papiers légaux et je les prendrai pour de bon. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'arrêter. » Il se détourna et monta dans le camion. Gary le suivit, lançant à Ethan un regard irrité. Le moteur rugit, et le camion fit demi-tour et s'éloigna à toute vitesse sous la pluie,
laissant Ethan debout avec les 3 enfants tremblants. Carl venait de confirmer que leur mère était partie, qu'il n'était que le beau-père, et qu'il les avait négligés pour de l'argent. Ethan n'était toujours pas sûr à 100% d'être leur père biologique, mais chaque instinct en lui, les instincts d'un soldat, lui disait que ses enfants étaient en danger, et qu'il devait les protéger à tout prix. La colère qu'il avait contenue remonta à la surface, se mêlant à une résolution dure comme l'acier. La pluie continuait de bruiner, transformant la ferme en un tableau gris et sans vie. Ethan resta là, regardant le camion de Carl disparaître dans la nuit, la tension persistant dans l'air. Lorsqu'il se retourna, les 3 garçons étaient toujours blottis derrière lui, tremblants. Tommy éclata en sanglots, ses pleurs étouffés et irréguliers. Sam et Ben s'accrochaient fermement à ses jambes, leurs yeux grands et remplis de peur. Ethan s'agenouilla et les serra tous les 3 dans ses bras. Il n'avait pas l'habitude de montrer ses émotions, mais son instinct protecteur surgit plus fort que jamais. Il leur tapota doucement le dos, parlant d'une voix calme et ferme, « Ça va aller. Vous êtes en sécurité maintenant. Je ne laisserai personne vous emmener, pas d'ici. Vous me croyez, n'est-ce pas ?» Les garçons levèrent les yeux vers lui, les yeux remplis de larmes. Peu à peu, les sanglots de Tommy se turent. La chaleur de l'étreinte d'Ethan, combinée à la fermeté de son réconfort, sembla faire fondre une partie de la peur profonde qu'il portait depuis si longtemps. C'était la première fois qu'ils étaient tenus par un adulte avec une affection véritable. Ce soir-là, dans la cuisine douillette éclairée par la lueur du feu, après un repas simple, l'atmosphère entre Ethan et les garçons commença à changer. Leur fatigue s'était sensiblement apaisée. Ethan était assis sur une chaise en bois, les observant tranquillement. Il décida d'essayer de leur poser plus de questions, cette fois-ci doucement, avec patience. « Cet homme, Carl, il vient souvent ici ?» demanda Ethan, son ton aussi avenant que possible. Ben, le plus bavard des 3, fut le premier à répondre d'une petite voix, il y est parti la plupart de la semaine. Parfois plus longtemps. Il dépose juste de la nourriture et repart tout de suite. Une fois, on avait faim, mais il n'était pas là. Sam ajouta, sa voix teintée de ressentiment, il ne joue jamais avec nous. Il crie juste si on fait du bruit. Puis il part retrouver sa nouvelle petite amie en ville. Il dit aussi qu'on est un fardeau, murmura Tommy, les yeux à nouveau embués de larmes. Ethan écouta chaque mot, la poitrine serrée. Ces garçons avaient enduré un cauchemar, abandonnés, rabaissés, traités comme un simple poids apporté par la personne même qui aurait dû prendre soin d'eux. Leur histoire correspondait parfaitement à ce que Madame Marie lui avait raconté et au comportement de Carl lui-même. Puis Ben reprit la parole, comme si quelqu'un lui avait enfin donné la permission de libérer les secrets qu'il avait gardés enfermés bien trop longtemps. Maman a dit que si notre papa revenait, on devait lui faire confiance. Elle a dit que papa nous trouverait. Elle a promis qu'elle m'emmènerait le voir quand elle irait mieux, mais elle n'est pas allée mieux. Sa voix se brisa. Les mots de Ben furent comme une aiguille acérée qui transperça le cœur d'Ethan. Leur mère avait parlé de lui. Elle avait cru qu'il reviendrait, et elle n'avait pas pu tenir sa promesse. Le lendemain matin, alors que les enfants dormaient encore, Ethan se rendit en ville. Il ne se dirigea pas vers l'épicerie ou chez un voisin. Cette fois-ci, il alla directement au bureau d'une avocate spécialisée en droit de la famille que Marie lui avait recommandée, Samantha Davis. Samantha était une femme à l'esprit vif, réputée pour sa franchise et son sens de la justice. « J'ai besoin d'obtenir la garde de mes enfants », dit Ethan simplement, posant les résultats du test ADN sur son bureau. Voici la preuve, et voici ce qui s'est passé. Il raconta toute l'histoire, depuis le jour où il était arrivé à la ferme, jusqu'à la découverte des 3 enfants abandonnés, en passant par Laura, Carl Dawson et ses menaces, et enfin ce que ses enfants lui avaient raconté. Il engagea Samantha Davis, une jeune avocate très estimée et reconnue pour son travail dans les affaires de protection de l'enfance. Ethan exposa chaque détail, l'affaire des $100, la découverte des 3 enfants abandonnés, les indices menant à Laura et la tâche de naissance correspondante, la confrontation avec Carl, et surtout, les résultats ADN. Samantha écouta attentivement, son expression devenant résolue. Avec cette preuve ADN et les témoignages de témoins sur la négligence de Carl, nous avons une base solide, dit Samantha. Cependant, nous devrons renforcer l'argument juridique concernant Laura et les droits de garde de Carl. Nous devons prouver qu'il est inapte à être leur tuteur légal. Ethan se mit au travail.
Lui et Samantha se rendirent au bureau du greffier du comté, puis aux archives de la ville. Retrouver les dossiers de Laura Price ne fut pas trop difficile. Samantha avait déposé une demande formelle pour accéder aux actes de naissance des enfants. Les documents ne mentionnaient que le nom de la mère, Laura Price, tandis que la section du père était soit laissée vide, soit contenait un nom vague et non identifiable. Cela confirmait l'affirmation de Carl que « ce ne sont pas mes gosses », et il était également clair que Laura avait délibérément caché l'identité du véritable père. Ethan retourna chez Mary Collins, cette fois non pas pour demander des nouvelles, mais pour lui demander de témoigner. Mary accepta sans hésitation, se souvenant de chaque petit détail concernant Laura, le moment où elle était enceinte, et comment elle avait soudainement disparu avant de revenir avec 3 bébés nouveau-nés. Laura est tombée enceinte juste après qu'Ethan soit parti rejoindre l'armée, raconta Mary. Je m'en souviens bien, car elle a soudainement cessé de venir en ville pendant plusieurs mois. Son témoignage correspondait parfaitement à la chronologie du congé militaire d'Ethan. Il s'arrêta également chez Robert et Lucy King. Eux aussi étaient prêts à témoigner sur Laura vivant avec un homme colérique et sur la négligence dont les enfants avaient été victimes. Laura recevait des lettres de l'étranger avec des marques postales militaires, à peu près au même moment où Ethan était en poste à l'étranger mais rentrait en permission courte, dit Robert. Cela ramena soudainement les propres souvenirs d'Ethan des lettres qu'il avait envoyées à Laura depuis l'étranger, des lettres qu'il pensait qu'elle avait depuis longtemps jetées. Pendant ce temps, dans une petite maison délabrée à la périphérie de la ville, Carl Dawson était affalé sur un vieux canapé défoncé. À côté de lui, était assise une femme blonde peroxydée nommée Brenda, sa petite amie. Ce soldat est une plaie, se plaignit Brenda, sa voix pleine d'irritation. Pourquoi tu ne te débarrasserais pas de ces gamins une bonne fois pour toutes? Tu m'avais promis qu'ils seraient hors de notre vue après la mort de Laura. Tu continues à percevoir leurs allocations sans lever le petit doigt pour eux. Carl grogna, son visage se crispant en une grimace. Tais-toi. J'ai essayé. Cette ferme est abandonnée depuis des années. Qui aurait pu deviner qu'un idiot viendrait l'acheter? Mais tu pourrais utiliser cet argent des allocations pour payer quelqu'un qui s'en occupe. Insista Brenda, ses yeux brillants de cupidité. Quoi, tu vas les laisser là tout seuls pour toujours? Et s'il leur arrive quelque chose? Tu as un chèque régulier sans avoir à t'en occuper. C'est une mine d'or, Carl. Je ne veux pas d'ennui, marmonna Carl, passant une main dans ses cheveux. Maintenant, ce gars débarque en prétendant qu'il est leur père. Fou. Qui se prend-il pour? Père? Mon pied. Je le frapperai d'abord avec des papiers légaux. Qui se soucie de ce qu'il dit? Brenda ricana, tu as les papiers de garde depuis que Laura est morte, n'est-ce pas? Dis-leur juste que tu t'es très bien occupé des enfants pendant que ce type a abandonné leur mère et eux. Carl eut un sourire narquois. C'est ça, je l'ai fait. Personne n'a jamais su qui avait mis Laura enceinte de toute façon. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me taire, de continuer à percevoir les allocations, et c'était tout. Maintenant, ce type débarque, et je vais lui dire que c'est lui qui a abandonné les gosses, me laissant les élever à sa place. Il laissa échapper un rire froid et venimeux. Je dirai à mon avocat que j'ai été le beau-père parfait, alors qu'il essaie juste de me prendre mon argent. Ethan triait les photos, les vieilles lettres et les témoignages. Tout commençait à se mettre en place. Carl n'avait pas seulement négligé les enfants, il avait comploté pour en tirer profit, prêt même à fabriquer une histoire pour servir ses propres fins. Plus Ethan creusait, plus il voyait la cruauté et l'insensibilité de Carl Dawson. La colère qui bouillonnait en lui n'était plus seulement l'instinct de protection, c'était de l'indignation face à ce que Carl avait fait à ses enfants innocents, et à Laura aussi. Avec ses propres dossiers, les résultats ADN, les photos de Laura et des 3 enfants, ainsi que les déclarations de Madame Mary et des King, Ethan et Samantha avaient désormais un dossier solide en main. Il était prêt. Quelques jours plus tard, l'atmosphère au ranch devint tendue. Ethan avait complété toutes les formalités légales nécessaires avec Samantha Davis. Le dossier avait été soumis au tribunal. Il était parfaitement préparé, mais il restait en état d'alerte maximale. Sam et Tommy semblaient sentir que quelque chose se préparait. Ils s'accrochaient toujours à Ethan, mais leurs yeux ne portaient plus la même peur qu'avant. Au lieu de cela, ils affichaient maintenant une confiance inébranlable en leur père. Un soir, le ciel devint menaçant avec un violent orage. La foudre déchira les cieux, inondant le ranch de flashs de lumière blanche.
Le tonnerre grondait au-dessus comme le roulement de tambours de guerre. Et puis, étrangement familier, le son du moteur de ce vieux camion s'éleva du chemin de terre boueux. Carl Dawson était de retour, comme il l'avait promis. Le camion s'immobilisa avec un crissement net devant le portail. Carl en sortit, suivi de Gary Holt et de l'homme en costume de la dernière fois, manifestement l'avocat de Carl. S'avançant directement dans la cour, Carl affichait l'air suffisant et confiant d'un homme persuadé qu'Ethan n'oserait pas l'arrêter. « Salut, soldat !» ricana Carl. « Je t'avais dit que je reviendrais pour les gosses. Voici les papiers. » Il brandit une liasse de documents usés, très probablement une copie notariée d'un ordre de tutelle, périmé depuis longtemps. Les trois garçons, qui jouaient dans la cuisine, entendirent la voix de Carl et coururent immédiatement. Non pas pour se cacher cette fois. Ils se précipitèrent directement aux côtés d'Ethan, se réfugiant derrière lui, leurs visages non plus marqués par la terreur, mais par la colère et la résolution. « Vous ne les emmènerez nulle part. » dit Ethan, sa voix grave et autoritaire. Il n'allait pas laisser Carl prolonger cette mascarade plus longtemps. « J'ai déposé une requête auprès du tribunal pour demander la garde. Les résultats du test ADN prouvent que je suis leur père biologique. Vous n'avez absolument aucun droit légal sur Ben, Sam ou Tommy. » Les mots d'Ethan frappèrent Carl comme un éclair. Il se figea, l'expression suffisante s'effaçant de son visage, remplacée par le choc, l'incrédulité et la plus légère lueur de panique. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» rugit Carl, les yeux flamboyants de fureur. Il n'avait jamais imaginé qu'Ethan oserait aller aussi loin. « Toi tu me poursuis en justice ?» Gary s'avança, dans l'intention claire d'intimider. Mais à ce moment précis, des pas résonnèrent en provenance de la route. Robert et Lucy King, ainsi que Mary Collins et plusieurs autres voisins, apparurent au portail de la ferme. Ils avaient entendu le bruit du camion et les cris, leurs yeux fixés sur Carl et Ethan, prêts à témoigner. Carl réalisa que la situation s'était retournée contre lui. Il tenta de trouver une issue, mais dans sa colère, il finit par s'incriminer lui-même. Des fauteurs de troubles. Je ne les ai gardés que pour cette maigre allocation sociale. Une fois que l'argent est parti, je me fiche de ce qu'il se passe. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Cria-t-il, perdant complètement le contrôle. Juste à ce moment-là, une voiture de police arriva, s'arrêtant juste derrière le camion de Carl. Ethan avait appelé l'officier Danny Ruiz dès l'arrivée de Carl. L'officier Ruiz descendit et regarda Carl droit dans les yeux. « Que se passe-t-il ici, monsieur Dawson ?»« Rien. » balbutia Carl. « Ce type, il essaie de prendre mes gosses. » Ethan s'avança et tendit à l'officier Ruiz une copie de la requête de garde et les résultats ADN. « J'ai déposé une demande de garde. Monsieur Dawson a négligé les enfants et essaie maintenant de les emmener illégalement. Il vient d'admettre qu'il ne les gardait que pour l'argent des allocations. » L'officier Ruiz jeta un coup d'œil à Carl, puis à Gary et à l'avocat de Carl. Son regard se porta sur les trois enfants, s'accrochant fermement à Ethan. « Monsieur Dawson, je vais vous demander, à vous et à vos compagnons, de rester ici sur les lieux. Nous attendrons l'arrivée des services de protection de l'enfance pour régler cette affaire. » Quelques semaines plus tard, tribunal de comté. L'atmosphère dans la salle d'audience était pesante. Ethan était assis d'un côté avec l'avocate Samantha Davis et les trois enfants. En face d'eux se trouvait Carl Dawson, sa maîtresse Brenda, Gary et leur avocat. Le juge John Harrison, un homme âgé au visage sévère, écoutait attentivement chaque témoignage. Samantha présenta les preuves de manière claire et convaincante. « Votre honneur, commença Samantha, sa voix ferme, nous avons les résultats de tests ADN prouvant que M. Ethan Cole est le père biologique de Ben, Sam et Tommy. Nous avons des déclarations de témoins de Mme Mary Collins, M. John Peterson, et M. et Mme Robert King, toutes confirmant la négligence de M. Carl Dawson envers les enfants et le fait que ces visites ne consistaient en rien de plus que le dépôt occasionnel de nourriture. » Mme Mary monta à la barre des témoins et décrivit comment Laura était tombée enceinte après le départ d'Ethan et comment Carl avait vécu avec Laura mais ne s'était jamais soucié des enfants. Robert King témoigna qu'il avait vu Carl conduire son camion à la ferme mais n'avait jamais interagi avec les garçons. L'avocat de Carl tenta de contrer, accusant Ethan d'être un père irresponsable qui avait abandonné ses enfants. Monsieur Cole est parti pendant 6 ans.
Il ne savait rien de Laura ni de ses garçons avant d'acheter cette ferme. Samantha rétorqua, Monsieur Cole est un vétéran qui a servi son pays. Il n'avait aucune connaissance de l'existence de ses enfants. En revanche, Monsieur Carl Dawson, qui prétendait être leur tuteur, a détourné les fonds d'allocation familiale, laissant les garçons vivre seuls dans la privation, comme il l'a lui-même admis devant des témoins et la police. Un enregistrement audio des propres mots de Carl, dans lequel il révélait ses véritables motivations financières, fut diffusé dans la salle d'audience. Le visage de Carl se vida de ses couleurs. Brenda était assise à côté de lui, visiblement tendue. Samantha appela ensuite les 3 garçons à la barre. Ben, Sam et Tommy, toujours effrayés mais désormais assez courageux, racontèrent les jours où ils vivaient dans la peur, les fois où ils avaient faim, où on leur criait dessus et où ils étaient enfermés dans le noir par Carl et Brenda. Leurs mots innocents et véridiques touchèrent le cœur de toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Après avoir entendu toutes les preuves, le juge Harrison regarda directement Carl Dawson. Monsieur Carl Dawson, basé sur la preuve ADN irréfutable, les témoignages des témoins, et votre propre aveu de motivation financière, il est clair que vous êtes inapte à servir de tuteur légal pour Ben, Sam et Tommy. Il se tourna ensuite vers Ethan Cole, les yeux remplis de respect. Monsieur Cole, bien que vous n'ayez appris l'existence des garçons que récemment, vos actions depuis cette découverte ont démontré le soin et la responsabilité d'un père. Ce tribunal estime que vous êtes la personne la plus apte à s'occuper d'eux. La Cour ordonne par la présente, déclara fermement le juge Harrison, de transférer la pleine garde légale et la tutelle de Ben, Sam et Tommy à Monsieur Ethan Cole. Monsieur Carl Dawson fera l'objet d'une enquête pour détournement de fonds d'allocation familiale et négligence envers les enfants. Un doux soupir de soulagement s'échappa du côté d'Ethan. Carl resta stupéfait, sans voix. Il avait perdu. Ethan regarda les 3 garçons, leurs yeux brillants d'espoir. Il avait gagné. C'était le début d'un nouveau foyer, d'une nouvelle vie pour sa famille. La décision du tribunal marqua un tournant majeur, non seulement pour Ethan, mais aussi pour Ben, Sam et Tommy. En quittant la salle d'audience, Carl Dawson et Brenda disparurent dans un mélange de colère et d'humiliation, avec la menace imminente d'une enquête. Pour Ethan, la bataille juridique était terminée, mais un nouveau voyage venait de commencer. L'avocate Samantha Davis serra la main d'Ethan, un sourire chaleureux éclairant son visage. Félicitations, Monsieur Cole. Vous l'avez fait. Les papiers de garde légale vous seront envoyés dans les prochains jours. Ethan hocha la tête. Il baissa les yeux vers les 3 enfants, serrant fermement ses mains, leurs yeux brillants. Il ne comprenait pas entièrement ce qui venait de se passer, mais il pouvait sentir le changement. Ils étaient en sécurité maintenant. De retour à la ferme, l'atmosphère était complètement différente. La vieille maison patinée qui portait autrefois un air d'abandon semblait avoir retrouvé vie. La garde avait été obtenue, et les 3 garçons portaient désormais officiellement le nom de famille d'Ethan, Cole. À partir de maintenant, ils vivraient avec lui dans cette maison, un endroit qui, quelques semaines auparavant, n'avait été rien de plus qu'une propriété étrangère. Ethan se mit au travail. Il ne se pressait plus pour réparer les choses petit à petit, comme avant. Maintenant, chaque action revêtait un sens plus profond. Il reconstruisit la clôture tombée, redressa le porche déformé et répara le toit qui fuyait. Chaque coup de marteau, chaque planche clouée était une promesse de stabilité, d'un véritable foyer. Il travailla sans relâche, parfois aidé maladroitement par Ben, Sam et Tommy. Il lui passait des outils, ramassait des clous éparpillés, ou simplement s'asseyait à proximité, le regardant avec des yeux pleins de curiosité et de confiance. Sous les mains d'Ethan, la ferme revint lentement à la vie. La cour avant fut nettoyée, les mauvaises herbes arrachées, laissant place à un espace ouvert où les garçons pouvaient courir et jouer. Les rires d'enfants commencèrent à résonner dans l'air, chassant le lourd silence qui avait autrefois hanté l'endroit. Les cris de Sam alors qu'il poursuivait Ben, les rires de Tommy alors qu'Ethan les soulevait au-dessus de sa tête, étaient tous des sons qu'Ethan n'avait jamais imaginé entendre de sa vie. Dans la cuisine douillette, Ethan préparait le dîner. L'odeur simple du gruau qui flottait autrefois dans l'air avait maintenant été remplacée par le riche arôme d'un ragoût de bœuf et de pain frais. Les garçons étaient assis autour de la table, plus du tout réservés. Ils mangeaient avec joie, partageant parfois de petites histoires de leur journée à l'école locale où Ethan les avait inscrits. Alors que le soleil se couchait, une lumière chaude et dorée inondait la cuisine. Ethan regarda ses 3 fils,
son cœur gonflé de paix et de fierté. Il avait traversé d'innombrables champs de bataille, affronté le danger de front, mais aucune victoire n'avait jamais été plus grande que de retrouver ces 3 vies précieuses. Ben leva la tête, ses yeux clairs fixés sur Ethan. « Papa, dit-il, sa voix forte maintenant, plus un murmure timide. Sam et Tommy se joignirent à lui, leur voix à l'unisson, « Papa ». Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation ou de confusion chez Ethan, plus de questions persistantes du « Pourquoi m'appelle-il papa ?» Ce qui restait, c'était le lien complet et inébranlable de la paternité. Il les regarda et sourit. « C'est ça, dit-il. Je suis là. » Ethan savait que cette nouvelle vie apporterait des défis, mais il n'était pas seul. Il avait Ben, Sam et Tommy, 3 fils, 3 morceaux du destin qui s'étaient réunis pour compléter sa vie. La vieille maison n'était plus seulement une affaire à $100 ou un endroit abandonné depuis des années. Elle était devenue un foyer, un havre de paix où l'amour et les rires d'enfants empliraient à jamais l'air. Et ainsi, sous le vaste ciel bleu de la campagne, commença l'histoire d'Ethan Cole et de ses 3 fils. La ferme à $100, autrefois considérée comme rien de plus qu'un lopin de terre oublié, était devenue l'endroit où le destin les avait réunis. Un soldat, longtemps habitué à la solitude et aux batailles du front, faisait désormais face à un autre genre de guerre, le combat pour retrouver une famille, pour retrouver l'amour. Nous avons vu Ethan, un homme de logique et de discipline, dépouiller lentement l'armure qu'il avait portée si longtemps, pour écouter les voix de 3 petits cœurs. De ses doutes initiaux, il commença à découvrir la vérité, à affronter un passé inattendu et à accepter une responsabilité qu'il n'avait jamais imaginé être la sienne. Ce fut le voyage d'un homme qui trouva le vrai sens de la vie non pas dans de glorieuses victoires, mais dans la présence des petites âmes qui l'appelèrent pour la première fois, « Papa ». Cette histoire ne parle pas seulement d'Ethan retrouvant sa famille. C'est aussi un rappel que parfois les cadeaux les plus précieux viennent des endroits les plus inattendus. Caché au sein de ce qui semble être de simples coïncidences, était-ce le destin qui a conduit Ethan à cette ferme afin qu'il puisse découvrir les 3 pièces manquantes de sa vie? Ou était-ce l'instinct d'aimer et de protéger, l'instinct le plus humain de tous, qui l'a guidé là? Si c'était vous, croiriez-vous qu'une seule rencontre fortuite pourrait changer toute votre vie? Dans un monde plein d'incertitudes et de mystères, nous recherchons souvent des réponses claires et des preuves tangibles. Mais parfois, ce sont le cœur, l'intuition et la foi en quelque chose de plus grand qui deviennent notre plus vraie boussole.